bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On commence immédiatement avec deux colis que j'ai reçus, l'ouverture de deux colis dont il y en a une, franchement l'enveloppe, faut que je vous la montre. J'essayais de ne pas vous montrer mon adresse, mais elle est complètement ouverte là, c'est catastrophique, je l'ai reçue comme ça dans ma boîte aux lettres. Donc je sais pas, est-ce qu'elle a été déchirée à force du coup d'être en contact avec d'autres colis, ou est-ce que mon facteur s'est dit oh bah tiens je vais regarder tout ce qu'elle reçoit. Je sais pas, ça n'a pas dû l'intéresser un livre. Bref, je sais pas de quelle maison d'édition il s'agit parce que c'est pas vraiment noté. Je sais pas, on va ouvrir ça ensemble. Ouais, l'enveloppe est aussi très humide, donc peut-être que, voilà, comme il pleut aujourd'hui, elle a dû finir, à mon sens, ça s'ouvre tout seul, elle a dû finir sous la pluie. J'espère que le livre n'est pas trop abîmé. Ok, il s'agit de La Conjuration de Dante de Fabrice Papillon des éditions Seuil. Effectivement, il m'avait contacté. Il m'avait contacté pour me demander si je souhaitais recevoir ce livre et j'avais dit oui parce que apparemment il s'agit d'un thriller scientifique et j'avoue que j'en lis pas beaucoup, donc je me dis pourquoi pas, enfin je me suis dit pourquoi pas. Le scénario est tordu, solide et mêle finesse et grand spectacle. Tout est écrit avec un réel talent brillant. Donc ça c'est Franck Tillier qui dit ça, donc voilà. Les tableaux des plus grands scientifiques profanés, des meurtres inexpliqués dans plusieurs capitales européennes, un complot d'une envergure sans précédent, une enquête de la commissaire Vernet sous haute tension. Ah, j'espère que c'est pas un tome 2 ou 3, mais bon, je pense que ça peut se lire indépendamment quand même. Je sais pas du tout si il est paru ou si il va paraître. C'est fou, c'est en relief la couverture là, je pense que vous pouvez le voir. Je vous mets, s'il n'est pas encore paru, je vous mets en tout cas la date de parution juste ici, pardon, parce que je sais pas. Là, je vous avoue que je vous prends un peu rapidement à ma pause déj, donc je fais vite. Voilà pour cette chouette réception, il est assez épais quand même. Il fait 500 pages, voilà, tout pile, presque tout pile, 500 pages. Mais ouais, en termes de thriller scientifique, j'avais bien aimé, et ça me fait penser à ça, Da Vinci Code de Dan Brown, mais je pense que vous devez connaître, il est assez connu quand même ce roman, il y a des films aussi si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'étais très curieuse. Merci beaucoup aux éditions Seuil du coup pour la réception et c'est cool, il n'est pas abîmé donc il n'a pas trop souffert malgré l'enveloppe. C'est plutôt l'enveloppe qui a prise pour lui. Je suis désolée, je suis hyper speed là pour commencer ce vlog et là je suis très contente parce que je pense savoir ce que c'est. J'ai reçu un colis des éditions Le Duc. Gros colis quand même, donc peut-être que je sais ce que c'est. Ça sent la lavande. Donc, oh là là, s'il faut, c'est le roman que j'attendais depuis impatience. Depuis impatience, n'importe quoi. Depuis une semaine, avec grande impatience. Nous allons ouvrir ça ensemble. Ça sent la lavande. Donc, je pense que, ouais, je me suis fait un peu spoiler les stories Insta. Du coup, il y a eu peut-être un retard dans les envois, ou alors les envois se sont faits de manière peut-être différée, je ne sais pas, mais ça sent fort la lavande, très très fort. Bon, finalement je vous prends d'une main pour vous ouvrir ça, regardez-moi ça. Oh, je suis trop contente, je pensais pas recevoir le colis, je me suis dit je vais juste recevoir le livre en enveloppe simple et c'est tout, mais alors j'en peux plus, on dirait une gamine. Oh, trop bien. Donc j'ai des carte postale de manoir, du fameux manoir. Oh, ça annonce des grands secrets de famille, tout ça. Le livre, il est là. Ah, bon, il est un peu douillé dans le transport. Je le sortirai juste après. J'ai donc un miroir. Ah oui, ok, je comprends pourquoi c'est un colis, c'est que c'est un miroir... Alors, bon, attendez, je l'ouvrirai après. Pareil, je suis d'une main, donc j'ai pas l'habitude de faire ça. Waouh, il est trop beau, je suis trop contente. C'est donc la nouvelle saga de Anne Jacobs, Le Manoir oublié, donc le tome 1, Les Temps glorieux. Après La Villa aux étoffes, la saga qui a conquis 3 millions de lecteurs. Et oui, et si vous l'avez vu, mon dernier vlog, j'ai donc lu le tome 5 de La Villa aux étoffes sur 6, hein, et pépite que ce tome 5. Donc je comprends tout à fait pourquoi La Villa aux étoffes est aussi connue, c'est vraiment une saga géniale.
Bref, j'arrête ma propagande. Donc ça y est, j'ai fait un petit peu de nettoyage parce que du coup il y avait plein de lavande qui s'était mise entre les pages du livre, etc. Mais regardez-moi cette beauté. Donc c'est un tome 1, je sais pas combien il y a de tomes au total. Mais du coup on est sur cette nouvelle saga où on est en Allemagne en 1990. On suit Franziska qui est enfin de retour chez elle au manoir de Dranitz. Dans l'agitation de la Seconde Guerre mondiale, elle et sa mère ont été chassées du domaine familial situé à l'est de l'Allemagne. Si le retour a été impossible pendant de longues années, la nostalgie des terres de sa famille ne l'a jamais quittée. Elle n'a jamais oublié les temps heureux d'avant-guerre, ses rêves, ses aspirations, ni le Major, son grand amour de jeunesse. Entre amour perdu, secret de famille, Anne Jacobs nous entraîne au cœur des tourmentes du XXe siècle. J'adore, j'adore, j'adore. Merveilleuse histoire de courage et de foi inébranlable en l'amour. Vous voyez vraiment tout. Oh là là, mais trop bien. Oui, je sais, posez pas de questions. J'ai un plaid sur mon tapis. Tout va bien, c'est pour les photos Insta. J'ai aussi le marque-page qui va avec. Trop contente. Et là, on a les avis des lectrices Charleston de cette année. Et ils sont aussi à la fin. Donc, voilà, la villa aux étoffes. Le tome 6, je pense, sortira en poche au mois de mai, quelque chose comme ça. Et alors, je voulais vous le lire. Oula. L'échappée l'ivresse. Nous allons et venons avec plaisir entre les personnages dont les voix portent l'histoire du manoir, un roman historique à découvrir. Ma jolie librairie. Anne Jacobs dresse un somptueux tableau de deux périodes aussi mouvementées que passionnantes de l'histoire de l'Allemagne et retranscrit à merveille l'ambiance et le décor de chaque. Les personnages sont le véritable point fort du roman, ils évoluent énormément, ils sont très bien construits. Livre de Sophie. Je suis attachée au personnage, surtout à Jenny, avec sa force de caractère, sa détermination. Oh, ça a l'air trop bien. Mais vraiment, je suis une grosse gamine là. Trop trop cool. Il est un peu plus court que La Villa aux étoffes. Je sais pas combien de pages il fait. Oui, 500 tout de même. Tout de même. Mais du coup, ça sent fort fort la lavande. Parce que regardez ce qu'il y avait au fond du paquet. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être un tube, mais je le trouve pas. Et là, on a une petite bougie à l'intérieur. Donc voilà, j'ai ouvert, du coup, il y avait une jolie petite bougie. Le manoir oublié, donc il est paru déjà ce roman le 21 février dernier. Oh, elle est trop mignonne, on a envie de la garder comme ça précieusement. Et le fameux miroir que j'ai aussi ouvert, vous avez vu sur ma fenêtre, c'est génial. Sur ma ring light. Vraiment très beau et ça sent terriblement bon la lavande parce que du coup il y a des petits brins qui sont disséminés dans le paquet. Ça embaume toute la pièce. Moi j'adore personnellement cette odeur. Mon mec déteste, il va être trop content. Et voilà du coup les goodies que j'avais avec le manoir oublié. Donc merci infiniment aux éditions Charleston pour l'envoi de ce roman et de ce magnifique colis. Je suis trop contente, je m'attendais pas du tout à le recevoir sous ce format-là. Donc trop bien et j'ai tellement hâte de me plonger dans cette saga qui je pense va être géniale. Du coup le livre sans la lavande, c'est trop agréable. Oh là là, mon dieu. Je sais pas combien il y a de tomes. Non, on ne sait pas non plus. 3, 4. Ah, je retrouve encore de la lavande là à l'intérieur. En l'ouvrant. Mais il sent trop bon le livre du coup. Ah, merci. Trop contente. C'est l'un des avantages d'être partenaire de maison d'édition, c'est pouvoir recevoir comme ça ce genre de colis. Et moi j'en avais au final jamais reçu. J'ai jamais reçu de goodies. Vraiment, donc trop contente, c'est la première fois et vous avez ma joie en direct. Voilà, du coup pour l'ouverture de ces colis, je vais chercher mon livre pour vous faire mon update lecture moi. Donc au niveau lecture en cours, je suis dans le premier tome de cette nouvelle saga de Dark Romance. On change encore complètement de genre littéraire. Los Intocables de Amar Lune, qui est issue de la nouvelle collection des éditions de l'Archipel qui s'appelle New Rules Édition. Alors j'ai pas bien compris si c'était une nouvelle collection ou une nouvelle maison d'édition, mais je crois que ça appartient quand même aux éditions de l'Archipel. Et j'en suis page 214
sur 490 je crois, quelque chose comme ça, donc j'en suis presque à la moitié, oui. Et j'aime bien, étrangement, j'aime beaucoup. C'est très spécial, vraiment très spécial. Attention, public averti pour pouvoir lire ce livre. Je pense que soit on est vraiment fan, soit on déteste. C'est vraiment un genre littéraire très particulier que je ne connaissais pas du tout, que je découvre donc avec la lecture de ce roman. Et là, au niveau du pitch, on est sur l'histoire d'un clan de narcotrafiquants au Mexique. Un cartel en fait qui contrôle, voilà, il contrôle un territoire au Mexique à Ciudad Juárez, je crois, oui. On suit le personnage principal féminin et Mira, une jeune fille qui à la base n'a vraiment est sans histoire, est complètement éloignée de ce milieu-là, qui tout simplement va avec sa meilleure pote arriver à un barrage parce qu'en fait les narcotrafiquants au Mexique bloquent beaucoup de routes pour pouvoir contrôler en fait tout simplement tous les flux logistiques. C'est nul ça, c'est mon travail qui me... pour contrôler en fait tous les trafics routiers, enfin le trafic routier de manière générale. Ils font des barrages en fait où ils contrôlent les pièces d'identité des gens. Et vraiment je vous spoil pas parce que c'est le tout début. Elles arrivent donc avec sa meilleure pote au barrage. Elle, donc Mira Flores, fait ce qu'on lui dit, à savoir elle montre sa carte d'identité, mais sa pote ne veut pas montrer sa carte d'identité et force le barrage. Elle le tue ou alors elle blesse, je crois, l'une des personnes du barrage, enfin l'un des guardias ils appellent ça, donc c'est les soldats qui sont là pour pouvoir faire les contrôles et tout. Et forcément ça ne plaît absolument pas au chef du clan de Los Intocables qui gère un peu la ville. Et il va partir à la recherche de Mira parce qu'en fait ils ont toujours la carte d'identité de Mira et ils vont voilà, partir à sa recherche. Et va s'ensuivre une sorte de course-poursuite assez haletante où on se dit forcément c'est très très angoissant parce qu'on se dit on espère qu'elle va pas être prise ou du moins voilà, récupérée, faite prisonnière, voire même pire parce que là elle risque clairement la mort, mais une mort très très violente. Histoire d'en faire tout simplement un exemple, c'est-à-dire ne franchissez pas les barrages comme elle l'a fait parce que sinon vous allez avoir pareil voire pire. Enfin bref, c'est vraiment un univers très très violent, on vous le dit dès le début. Et même encore là, voilà, à la moitié, on est toujours dans cette espèce de mood très spécial où c'est ultra violent. Elle va finir évidemment, parce que c'est dans la 4e de couve, emprisonnée par le chef de clan qui s'appelle Eduardo Hernandez et elle va devoir l'épouser. Bon, c'est pas noté dans la 4e de couve, mais je vous le dis quand même parce que c'était noté je crois dans mon communiqué de presse. Et je pense pas que ce soit trop spoilant que de vous dire qu'elle va devoir l'épouser, vu qu'on est quand même sur un tome 1. Là l'histoire se met en place quand même assez lentement. Mais voilà, elle est contrainte, forcée et contrainte de l'épouser pour plusieurs raisons. Si vous le lisez, vous allez les découvrir. Et c'est violent. Encore une fois, c'est le maître mot de ce roman. Faut vraiment le prendre avec un œil très averti, avec beaucoup de recul. Attention. Attention, c'est-à-dire qu'il y a des pensées, notamment des personnages masculins du clan qui sont forcément pas du tout féministes, vous vous en doutez, des choses qui sont dites sur les femmes qui sont absolument horribles, absolument terribles. On ne peut être que horrifié en fait par les situations, par ce qui se passe dans le clan et tout, mais ça je pense que bon, vous le savez, c'est un peu la vie des cartels au Mexique et c'est un petit peu les mentalités, etc. En même temps, je trouve que c'est très bien documenté. On comprend un petit peu le fonctionnement du cartel, voilà, petit à petit, ça reste quand même très romantisé. Enfin, c'est pas romantisé justement le terme, c'est très romancé. Donc on a vraiment une histoire, à la base, c'est pas un documentaire sur les cartels, pas du tout. C'est vraiment sur l'histoire entre Mira et Eduardo. Mais Eduardo est pas du tout un enfant de cœur. Enfin, de toute façon, le cartel de manière générale sont pas du tout des enfants de cœur. Mais j'ai trouvé que c'était hyper pertinent et hyper intéressant d'avoir comme ça le fonctionnement en fait du cartel. J'apprécie aussi cette lecture dans le sens où le personnage de Mira est pas du tout un personnage badass comme on peut voir dans beaucoup de romances.
Alors je sais pas si c'est propre au dark romance ou pas, mais on est vraiment sur une personne qui a peur en permanence, qui a des angoisses en permanence, qui est traumatisée aussi, qui a voilà, d'énormes traumas, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose de très 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 sombre. C'est pour ça que je vous dis attention avant de le lire. Je pense qu'il faut être dans un bon mood ou voilà, faut être averti, en tout cas au courant, et prendre tout ça avec beaucoup de recul. Après, une fois qu'on a passé cette étape-là, moi voilà, j'apprécie cette lecture, je trouve que la plume est très fluide. L'ambiance est là, c'est très bien maîtrisé. En termes d'intrigue, je vois un petit peu les choses venir, mais en même temps, ce que j'aime beaucoup dans cette structure là de clan, etc., c'est que j'imagine qu'il va y avoir des trahisons, il va y avoir des complots, il va y avoir des faux semblants et tout, et finalement c'est ce que j'apprécie le plus dans mes lectures. C'est pour ça qu'il me fait penser un petit peu au McCoy dans cet aspect là, cet aspect clan, guerre de territoire. On est un peu sur le même schéma aussi, à savoir c'est la fille qui finalement est faite prisonnière par le chef de clan, qui finalement va devoir l'épouser, tout ça, tout ça. Enfin, je trouve qu'on est voilà, un peu sur le même schéma et c'est un schéma que j'apprécie plutôt bien. Voilà ce que je peux dire à mi-lecture. J'attends de voir, mais franchement, je suis très contente de cette lecture pour l'instant. Mais comme je vous ai dit, vu que c'est ma découverte, j'ai des sentiments un peu mitigés sur le clan Hernandez, donc le cartel de Los Intocables, parce que je trouve que c'est très particulier, voilà, de lire ça dans un livre, je trouve que c'est très particulier. Et donc je sais pas trop si pour l'instant je les aime bien ou si je les déteste en fait. Voilà, j'ai des sentiments très mitigés vis-à-vis d'eux. C'est pas vis-à-vis de l'histoire ni même du roman ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment vis-à-vis de ce clan-là en particulier. Je sais pas si je les aime bien en fait. Voilà. Parce que vu tout ce qu'ils font subir à Mira, aux autres et tout, je me dis mais mon Dieu quoi. Donc voilà, c'est mes impressions à chaud, à mi-parcours, presque à mi-parcours. Donc j'espère ce soir le continuer, j'espère voilà, vraiment continuer ma lecture, ma découverte. Mais il y a un petit côté addictif qui est là quand même, donc je suis contente. Voilà pour mon update lecture papier, donc je suis dans cette lecture, donc aujourd'hui on est... le 23, le vendredi 23 février, et en lecture audio j'ai commencé un Charleston, donc Les Orphelins de Varsovie de Kaylee Rimmer. J'en suis là, oui c'est ça, je n'avais pas du tout avancé donc j'ai vraiment débuté hein, ma lecture. Il me reste 6 heures d'écoute je crois, un truc comme ça, et déjà au bout de 68 pages, clairement je peux vous dire que c'est très difficile. Parce qu'on est là du coup, disons que mes deux lectures sont vraiment difficiles en ce moment. On est en Pologne au printemps 1942 et en fait on suit deux personnages. Le premier est un garçon qui doit survivre dans le ghetto de Varsovie où ils ont enfermé en fait les juifs. Enfin, c'est les nazis qui ont du coup envahi la Pologne et qui ont enfermé en fait tous les juifs dans un espace donc restreint à Varsovie, donc ils doivent survivre en fait, c'est même pas vivre, c'est carrément survivre. Là on est sur quelque chose de vraiment très 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 dramatique, très difficile. Et en parallèle on suit Emilia. Alors à l'audio je sais plus comment il l'appelle, Emilia ou... À l'audio elle a un autre nom, c'est un peu particulier. Qui a 13 ans, donc qui est une jeune ado et voilà, là ils mettent forcée de changer d'identité après avoir vu son père mourir sous les balles allemandes. Elle doit rester cachée et passe ses journées à espionner les habitants de son immeuble. C'est ainsi qu'elle devine que leur voisine Sarah, infirmière, évacue des enfants juifs du ghetto en secret. Malgré le danger, elle insiste pour l'accompagner et découvre derrière les murs du ghetto tout un nouveau visage de la guerre. Bon, dans la quatrième de couve, j'en suis pas encore là dans l'audio, mais dans la quatrième de couve, ils disent qu'elle va se lier d'amitié du coup avec ce petit garçon qui s'appelle Roman. Un adolescent, petit garçon, n'importe quoi. Un adolescent qui lutte pour aider sa famille à survivre. Mais un jour, les parents de Roman sont confrontés à un choix terrible, confier leur dernière-née âgée de quelques mois à peine aux soins d'inconnus pour la sauver du ghetto ou la voir mourir. Un choix qui fera basculer leur destin à tous. Et c'est tiré de la véritable histoire de l'infirmière polonaise qui sauva des milliers d'enfants juifs de la déportation. Donc à l'audio, voilà, ça se met en place quand même de manière très très lente.
On n'en est pas du tout là, ils se sont pas encore rencontrés, en tout cas les deux personnages principaux. Donc on comprend un petit peu juste le fonctionnement de la survie dans le ghetto et aussi un peu la vie d'Emilia et sa rencontre effectivement avec Sarah qui est sa voisine infirmière. On sait, là au bout de 110 pages, on commence à peine à savoir qu'elle aide des enfants juifs à s'échapper. Donc voilà, on en est là. J'attends de voir vu que c'est vraiment le tout début. Mais je dois vous avouer que ouais, elle m'a déjà pris un peu aux tripes cette histoire. Donc je pense que ça va être une lecture très poignante, très bouleversante. Voilà, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense qu'il a reçu quand même il a une bonne presse à mon avis. Et j'ai aussi en poche celui-ci là, l'autre, Tout ce que le cœur n'oublie jamais. Roman historique bouleversant sur les vérités cachées, leurs conséquences dévastatrices. Bon, de toute façon c'est tout à fait ma came, hein, ce genre de roman. Et donc je l'avais reçu des éditions Charleston l'année dernière lors de sa sortie brochée. Donc c'est paru quand? Il n'est pas encore, je crois, sorti au format poche. Donc il a dû paraître au mois d'avril ou au mois de mai, quelque chose comme ça. Donc voilà, en tout cas je voulais le lire tant que je l'avais en broché. Et je me suis dit que j'allais le passer en audio. Et en audio, ouais, il est quand même bien raconté. Mais c'est un livre qui va me tenir, je pense, quelques jours. En général, moi les audios, je les lis pas, enfin je les écoute pas rapidement. Il me faut toujours un petit peu 15 jours, je crois, au minimum, pour écouter un livre audio. Ça dépend. Ça dépend si j'adhère complètement ou si j'ai le temps. Enfin voilà, ça dépend de plein de facteurs. Mais voilà du coup pour mon update lecture, mais de lecture en cours. Moi je vous retrouve plus tard pour la suite de ce vlog. Nous sommes aujourd'hui mardi soir, mardi 5 mars je crois. J'ai changé de téléphone, peut-être que vous pouvez le voir à la qualité de la vidéo. Moi je vois une différence, après à voir. Donc voilà, en tout cas j'ai l'impression que ça fait ressortir tous mes défauts, mais bon c'est pas grave, ça améliore en tout cas la qualité. Je reviens évidemment avec 15 milliards de choses à vous dire, mais avant ça on va ouvrir un colis parce que je suis trop impatiente comme d'habitude, j'ai trop envie de savoir. Qui je pense me vient des éditions Charleston au vu du paquet. À chaque fois en fait c'est noté comme ça là. Enfin, il n'y a rien qui est noté, donc je pense que ce sont les éditions Charleston. Et je pense que c'est un livre de poche. Donc c'est parti. Ah oh. Ok, c'est bon. Je raccroche les wagons, je l'avais demandé du coup au catalogue. Donc je suis très contente de le recevoir. Il s'agit de Toutes les vies d'Alice de Lucie Castel. Je pense que ça se prononce Castel. C'est marrant parce que bon là du coup j'ai un autre Charleston poche qui est en papier un peu glacé et là il est en papier mat, ça me perturbe. Ils ont changé un peu d'ailleurs, ils ont changé ouais leur... Ça n'a rien à voir, regardez le logo en bas à droite.
je sais pas. Alors par contre je sais pas si je vais le lire de suite, mais voilà, je sais que, en tout cas je fais confiance à mes copines et je sais qu'il y en a une qui a vraiment adoré. Donc du coup voilà. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Telle est la devise de Sarah qui s'est efforcée de construire sa vie en accord avec ce principe simple à force de post-it et de to-do list. Mais dans ce mécanisme en apparence bien huilé se cache un grain de sable qui pourrait tout faire basculer. Le jour où elle apprend que sa sœur est hospitalisée dans un état grave, à peine quelques jours après lui avoir laissé un message énigmatique, Sarah se rend immédiatement à son chevet. En retrouvant Aigues-Mortes, la ville de leur enfance qu'elle a fui 20 ans auparavant, c'est comme si tout son passé refaisait surface. Peut-être est-ce enfin l'occasion de l'affronter pour trouver sa place à elle. Un roman familial inoubliable, des personnages bouleversants de justesse, une plume addictive et une intrigue au suspense parfaitement maîtrisée. Ça s'annonce en tout cas très chouette, voilà. Il me fait terriblement envie. Et il fait du coup 366 pages, donc ouais, moins de 400 pages. Il a l'air très cool. Dites-moi si vous l'avez lu. Je crois que la couverture brochée est vraiment différente pour le coup, il me semble, mais j'aime bien ce genre de roman parfois, ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de lire. Enfin bon, j'ai pas trop d'habitude, on va dire, livresque. J'aime bien tout ce qui est roman historique, policier, thriller, etc. Mais j'avoue que les romans contemporains, j'ai un peu plus de mal à en lire. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours peur que ça me déçoive. D'ailleurs, nous allons en parler parce que je vais vous faire un update lecture. J'ai... Enfin non. Attends. Récapitulons. Je vais vous présenter les achats que j'ai fait du coup la semaine dernière. Parce que du coup, je suis allée à Cultura. Trop de du coup dans cette phrase, j'en suis navrée. Ouais, je suis allée à Cultura pour faire des petits achats pour des anniversaires et malheureusement j'ai pas trouvé ce que je souhaitais, mais bon, je suis quand même pas repartie les mains vides, donc j'ai acheté 2 livres. Alors j'ai acheté 2 livres qui étaient... Alors il y en a un qui était pas sur ma wishlist et il y en a un qui était sur ma wishlist, donc... Celui-ci, La Dame à la licorne de Tracy Chevalier, était vraiment sur ma wishlist. Vous le savez, j'ai trop aimé 2 de ses romans, La jeune fille à la perle et La breteuse de Winchester. Donc forcément, il me fallait les autres romans de l'autrice. Et je voulais absolument Prodigieuse créature, c'était vraiment celui qui me faisait le plus envie. Mais voilà, je sais pas, je suis arrivée, il manquait plein de livres en fait. Pourtant j'ai fait le tour du Cultura, mais je comprends pas, je n'ai pas trouvé en fait les livres que je cherchais. Et dont notamment Prodigieuse créature. Donc je me suis tout simplement rabattue sur La Dame à la licorne. Le but franchement c'est de découvrir le plus de romans de l'autrice possible. Et donc là, nous sommes au Moyen-Âge, si je me trompe pas. Pendant l'an, alors je sais pas, mais c'est pendant le règne de Charles VIII. Charles VIII, 1490. Ouais, je suis vraiment une bille en histoire. 1490, donc au 15e siècle. Et en fait, on suit un noble qui va commander une série de 6 tapisseries à Nicolas des Innocents, qui est un miniaturiste renommé à la cour de France, à la cour du roi de France. Surpris d'avoir été choisi pour un travail si éloigné de sa spécialité, l'artiste accepte néanmoins après avoir entrevu la fille dont il s'éprend. Passion, en même temps on parle d'art, j'imagine, de tapisserie, oh ça a l'air trop bien. En élucidant le mystère d'un chef-d'œuvre magique, Tracy Chevalier ressuscite un univers de passion et de désir dans une France où le Moyen-Âge s'apprête à épouser la Renaissance. Ça a l'air trop bien, voilà. Un bon roman historique comme je les aime, je pense. Et le deuxième, désolée, je suis on fire ce soir. Le deuxième, il s'agit du Silence des repentis de Kimi Cunningham Grant, que j'ai vu un tout petit peu passer sur les réseaux et le pitch me tentait bien. On est avec entre un père et sa fille de 8 ans qui vivent coupés du monde dans une cabane dans le nord des Appalaches. Appalaches, j'ai également, je sais pas si vous vous souvenez, ah c'est dur à extraire celui-là. Celui-ci qui se passe aussi dans les Appalaches et qu'il faut que je lise. Ah non, j'ai cru que c'était la même autrice, j'ai bugué. Ok. La petite fille a grandi au milieu des livres et de la forêt, respectant les dures règles de la vie sauvage, mais elle cherche désormais à repousser les limites de leur isolement et s'interroge sur le monde extérieur. Hanté par les démons de son passé, Cooper sait qu'il ne peut pas révéler à sa fille les raisons qui ont provoqué leur fuite.
J'en dis pas plus, secret, ambiance peut-être un peu oppressante, en tout cas la couverture ouais, me fait vraiment penser à un thriller, mais je pense que c'est plus du nature writing, un peu à Là où chantent les écrevisses, même si dans Là où chantent les écrevisses, enfin j'ai vu le film, j'ai pas lu le livre, je trouve qu'on part un petit peu aussi dans le thriller, dans l'angoisse en fait, dans le côté angoissant. Mais voilà, il me tentait vraiment bien parce que j'ai vu passer pas mal d'avis, je suis influençable, moi aussi, oui oui. Et j'étais très étonnée qu'il soit aussi court. Il fait pareil, moins de 300 pages, 332 pages. Donc je pense que ça va se lire bien. Voilà, donc ça c'était mes 2 achats chez Cultura, plus 2 dans ma pile à lire, on est content. Et j'ai acheté également autre chose que j'ai lu en fait. Donc on passe maintenant à un update lecture. J'ai acheté et lu du coup cette bande dessinée Madeleine Résistante. Donc c'est le tome 2, L'Édredon Rouge. C'est un tome 2, donc c'est l'histoire de Madeleine Riffaut qui a été donc résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle avait quel âge à peu près? Elle avait 20 ans environ. En 43-44, là on est sur la période de 42 à 44 si je me trompe pas, et à chaque fois en fait je trouve que les dessins sont durs et en même temps très réalistes. On est comme ça sur des nuances de bleu. Alors moi je suis pas une pro critique des bandes dessinées, j'en lis voilà, très très peu, vraiment c'est rare, mais ok, cette scène, je vais pas vous la montrer, elle est un peu violente. Est-ce qu'on va montrer d'autres scènes? Par exemple, ce genre de scène-là. Je trouve que les traits sont très jolis. Enfin, vraiment, moi, j'adhère complètement avec le graphisme. Souvent, ce que je reproche aux BD, c'est que j'aime pas les traits de crayon qui sont trop carrés. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je suis vraiment désolée. J'ai pas les mots pour décrire un peu les dessins parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Mais j'aime bien voilà, le trait de crayon, les dessins et surtout forcément son histoire personnelle est vraiment bouleversante, vraiment poignante. C'est des BD qui sont très bien faites, je vais vous sortir le tome 1. Donc le tome 1 c'est celui-ci, La Rose dégoupillée donc, de Bertha Morvan et évidemment Madeleine Riffaut qui en fait narre son histoire, hein, elle le narre à l'oral et... Bertha et Morvan, alors par contre je sais pas comment ils s'appellent, quel est leur prénom, on retranscrit cela donc en bande dessinée. Aperçu quand même toutes les nuances de bleu qu'il y a, c'est... En plus je l'avais dédicacé effectivement par J.D. Morvan. Voilà, alors les dessins c'est Dominique Bertaille, le scénario c'est J.D. Morvan et Madeleine Riffaut forcément, et il y a des archives aussi. Et il est très... Cette série en tout cas de bande dessinée, donc il n'y a que 2 tomes pour l'instant qui sont parus, est très très bien faite. Je trouve qu'on retrace vraiment la vie de Madeleine Riffaut, son parcours, j'ai pas envie de dire son destin, mais sa vie en tout cas là qui commence en 1939 et dans ce 2e tome qui finit en 44. C'est décrit avec beaucoup de pudeur, c'est son témoignage en fait qui retranscrit et on le sent à travers les planches. C'est un parti pris où elle raconte un peu à la première personne et en même temps on a l'impression d'être détaché, enfin c'est très particulier je trouve comme narration, mais moi j'adhère complètement. Et cette 2e du coup BD est très très bien faite. Alors autant j'avais adoré la première, autant la 2e je l'ai trouvée encore plus poignante parce qu'évidemment là on est sur son combat, on est sur réellement le quotidien en fait qu'elle avait quand elle était résistante et quand elle a œuvré en fait dans un réseau. On explique un peu les différences de réseau, comment ça a évolué aussi, leur organisation interne, qui elle a côtoyé, enfin vraiment c'est très précis aussi, sa mémoire est impressionnante parce qu'elle se souvient de détails et d'anecdotes qui sont extrêmement précises et j'ai beaucoup apprécié. Franchement j'ai trouvé que c'était très très bien réalisé, voilà encore une fois. Si vous êtes amateur, amatrice, je ne peux que vous conseiller ces 2 bandes dessinées. Alors elles ont un certain coût parce que vous voyez le tome 2 là il est quand même elle est à 23,50 € hein, la bande dessinée, donc c'est plus non les 2 d'ailleurs sont à 23,50 €. C'est plus des cadeaux peut-être de Noël ou d'anniversaire effectivement. Moi je me le suis pris parce que j'avais
encore de l'argent sur mes cartes cadeaux. Mais vraiment cette bande dessinée clairement foncée. Son parcours, je le connaissais pas du tout. Je connaissais pas cette personne, ni son parcours de résistance, etc. Et j'ai trouvé que c'était très, voilà, très inspirant et encore une fois très bien construit et retranscrit en fait en bande dessinée. Après je pense que c'est quand même pour public adulte, enfin c'est vraiment pas une bande dessinée dédiée aux enfants, voilà. Mais parce qu'on aborde des sujets qui sont peut-être un peu compliqués, des sujets aussi très forts et très difficiles, qui sont retranscrits avec de manière assez brute, et en même temps c'est la réalité, donc ça n'a rien d'enjoliver la réalité, mais voilà, c'est pas à destination en tout cas de la jeunesse, je pense qu'il faut être quand même un peu mûr à mon sens pour comprendre et pour lire ces bandes dessinées, parce que voilà, il y a différents sujets, sans vous spoiler, hein, mais il y a différents sujets qui sont quand même très très difficiles. Donc je sais pas, peut-être au lycée, après j'ai pas trop de notions, voilà, mais je pense qu'au lycée on peut lire ce genre de bande dessinée. Avant, je sais pas, j'aimais quelques réserves, voilà. Bon du coup je suis désolée, je dois y aller, j'ai pas du tout le temps de vous parler, mais j'ai eu un coup de cœur ce week-end, totalement inattendu, parce que j'étais en train de lire en fait une autre lecture et voilà, j'ai hésité de l'acheter en plus, à l'acheter pardon, à Cultura, et finalement je l'ai trouvé sur NetGalley donc en format e-book et je l'ai dégommé ce week-end. Donc voilà, il faut que je vous en parle et il faut aussi que je vous parle donc de ma lecture en cours. Et je crois que je vous ai pas fait mon retour sur Los Intocables de Amarlune. Je crois que j'en suis restée là, je vous avoue que voilà, j'ai pas pris la caméra depuis longtemps. Donc je me pose juste après pour vous parler de tout ça. Hey, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, on est aujourd'hui mercredi 6 mars. Et je vous reviens pour un update lecture, je vous l'avais promis, il s'est passé plein de choses. Et avant ça, j'ai reçu un colis dans ma boîte aux lettres, surprise. Donc je pense que ça vient des éditions Charleston, encore une fois, parce que c'est la même enveloppe que celle que j'ai reçue hier. Mais par contre, je sais plus ce que c'est, j'ai pas trop regardé. J'ai une idée en vrai. Est-ce que ce serait pas le dernier roman de Marie Varey? Si c'est ça, trop bien. Est-ce qu'il est sorti hier ou aujourd'hui? Oh my god, c'est ça. Trop bien. Oui, je suis trop contente. La dernière allumette, donc le dernier roman de l'autrice qui a écrit notamment Désenchantée, que j'ai adoré, que j'ai là, Désenchantée. Il est dans ma bibliothèque, ici, là vous le voyez pas. Vraiment coup de cœur sur Désenchantée et presque coup de cœur sur La vie rêvée des chaussettes orphelines, qui est également vraiment génial. Donc je pense que j'adhère complètement à sa plume. J'aime beaucoup, voilà, sa plume, c'est dit. Si j'ai eu un coup de cœur et une excellente lecture, c'est que clairement cette autrice, j'adhère. Et là, je suis très contente de ce dernier roman. Bah écoutez, ma foi, je pense que ce sera ma prochaine lecture. J'avais dit que ce serait un Charleston, bah il est là, les femmes du dispensaire. En fait, celui-là vient surpasser tout. Trop bien, je suis trop contente. Alors, au niveau du pitch, je l'avais un petit peu vu passer d'ailleurs sur les réseaux. Je suis activement l'autrice et également les éditions Charleston. Et donc, j'ai vu que notamment, ils ont fait la soirée de lancement hier dans une librairie. Il y avait un peu de monde et tout. J'ai suivi ça. Et j'ai dans ma pile à lire Ainsi gèlent les bulles de savon. Il me reste à lire du coup Le syndrome du spaghetti, Ma vie, mon ex et haute calamité, Je peux très bien me passer de toi. J'ai aussi Là où tu iras, j'irai. Je l'ai également dans ma pile à lire. J'en ai deux en fait. Donc, depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et l'a poussée à se retirer du monde. De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère, dont la brillante carrière d'artiste et l'imaginaire rempli de poésie sont encensés par la critique. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler car elle seule connaît vraiment son fond. Ouais, il a l'air trop bien en fait. Trop bien. J'ai hâte. Et il est court en vrai, hein. Je m'attendais à beaucoup plus gros, je sais pas pourquoi.
Il fait 335 pages, donc voilà, je pense que ce sera ma prochaine lecture. En tout cas, une de mes prochaines lectures. Non, en vrai, une, parce qu'il faut que je lise un autre roman avant. Qui sort demain ou après-demain. Non, le 8, donc après-demain. Là, franchement, j'ai trop de livres à lire, en fait. C'est une catastrophe. J'ai beaucoup trop d'envie littéraire en ce moment, c'est terrible, mais celui-là, il faut vraiment que je le lise. Ou alors j'attends un peu. Parce qu'en vrai, j'aimerais beaucoup le lire, il faut que je me... En fait, il y a tout qui se mélange dans ma tête. En fait, il faudrait que je fasse, surtout, vu que je vais au Quai du Polar à Lyon du 5 au 7 avril, je pense qu'il faut que je me pose, que je regarde la programmation, que je regarde vraiment quels sont les auteurs qui y sont, pour que je puisse vraiment lire en amont leurs livres, ou du moins essayer. Et je sais que lui, il y est, Fabrice Papillon, donc en plus c'est un service presse, donc voilà, il faudrait que je le lise quand même avant le 5 avril. Marie Vareille, bon, c'est Marie Vareille, j'ai trop envie de la lire. Et voilà, j'ai plein d'envie, j'ai ça aussi qui me fait trop envie, enfin... J'ai trop de livres qui me font envie, c'est terrible. Trop de livres et si peu de temps. Update lecture du coup avec mon avis final sur Los Intocables de Amar Lune qui est paru aux éditions New Rules il y a fin février il me semble, donc il y a quelques jours. Et je dois vous avouer que j'ai beaucoup aimé cette lecture, je l'ai trouvée très différente de ce que j'ai l'habitude de lire. On est vraiment sur la création d'un monde, ou du moins d'un univers à part entière, très sombre, mais je pense que vous l'aurez compris dans les séquences précédentes quand je vous ai fait mon update. On a Mira qui se retrouve au milieu d'un clan, le clan Hernandez. On est de nos jours à Ciudad Juárez au Mexique et on est dans un clan de narcotrafiquants. Elle se retrouve embrigadée en fait, détenue par eux. Elle doit épouser Eduardo qui est donc le chef de clan et à partir de là elle est contrainte et forcée. On est sur un univers qui est très sanglant parce qu'on a vraiment décrit avec beaucoup de réalisme le quotidien de ces narcotrafiquants et comment en fait ils organisent un petit peu tout ça et comment en fait ils organisent leurs deals, etc. On a vraiment l'univers, du coup c'est très réaliste, c'est pas juste un univers fantastique qui est créé, non, c'est vraiment quelque chose qui à mon avis se passe réellement dans la vraie vie, avec quelques petites nuances peut-être, mais l'univers est très particulier, très sombre, public averti, c'est clairement noté au début parce qu'il y a pas mal de choses, de thématiques qui sont abordées qui peuvent choquer, et au-delà de ça je trouve que même c'est particulier parce qu'on est un peu à la frontière entre la dark romance, le thriller quand même, et en même temps un peu de romance, donc on est comme ça un peu aux frontières de plusieurs genres, ce qui fait qu'il n'est pas du tout épinglé en tant que dark romance, je crois que c'est ce que je vous ai dit au début du vlog, non, il est épinglé en tant que... épinglé. Le genre littéraire de ce roman, c'est thriller sentimental. Voilà. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas juste sur quelque chose de romance, on est vraiment sur un univers très sombre, très thriller qui prend le dessus, et je trouve qu'effectivement dans la deuxième moitié il prend vraiment le dessus, cet univers. Thriller, sanglant, tout ce que vous voulez. Et petit plaisir coupable de l'avoir lu. Je trouvais que c'était la plume d'une fluidité incroyable. J'ai mis un peu de temps à le lire et pourtant franchement j'ai adoré. J'ai trouvé que le personnage de Mira était quelqu'un d'assez fragile, mais en même temps elle se révèle petit à petit au cours du roman. On découvre un peu plus sa personnalité. Je reste un peu sur ma faim, mais c'est un premier tome. Je vais recevoir le tome 2 au mois de avril ou mai, je crois qu'il paraît en avril. En avril 2024, donc en avril je lirai le deuxième tome et je pourrai comme ça me faire mon propre avis sur le tome 2. Alors je sais pas si c'est une trilogie ou s'il y a juste 2 tomes, mais effectivement on sent bien que c'est un premier tome et qu'elle pose le décor, mais l'univers est très cool, donc voilà, si il vous tente, je vous le conseille parce que je l'ai trouvé vraiment chouette. J'ai retrouvé un peu l'univers des McCoy avec cette histoire de clan, de trahison, ces jeux de pouvoir et tout. Je trouvais que c'était vraiment bien fait et c'est ce que j'apprécie énormément aussi dans les McCoy. La romance, bon, c'est différent, c'est vraiment rien à voir au niveau des univers, mais quelques thématiques sont sensiblement les mêmes et c'était très cool. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Los Intocables, donc le tome 1, je vais
J'ai hâte franchement de lire le tome 2. Et enfin, ce week-end, en fait j'ai commencé une nouvelle lecture que je n'ai pas avec moi, elle est en bas, il faut que... Bon, j'ai la flemme d'aller chercher, donc je vous mettrai la couverture ici, qui s'appelle Loin du noir océan de Astrid Monet, que j'avais eu aux éditions, reçues il y a pas longtemps des éditions Fayard. J'en suis à un peu plus de la moitié aujourd'hui, et j'avoue que je peine un petit peu. Je trouve que, je dirais pas qu'il y a des longueurs, parce qu'il est quand même très court, mais le sujet de l'histoire en fait du sang contaminé en France dans les années 90, c'est quand même un sujet qui est très lourd. J'ai pas trop envie de lire ça en fait en ce moment, je pense. Donc c'est pas, le roman n'est pas du tout mauvais, absolument pas, c'est juste moi qui ai du mal à accrocher avec. Oui, je suis encore malade, on adore. Donc ouais, j'ai du mal à accrocher. Il est très... j'ai envie de dire contemporain dans sa manière d'écrire, la plume est presque poétique. On suit du coup Sullivan qui, on le sait, au fur et à mesure des pages, a perdu son petit frère Malone du sida, qu'il a contracté en fait suite à des transfusions de sang, donc le sang qui était contaminé par des personnes voilà, qui ont donné leur sang et qui avaient le sida. Et comme en fait il a dû avoir énormément de transfusions de sang parce qu'il était hémophile, donc... dans le jargon scientifique, je saurais pas expliquer, mais avec mes mots, c'est comme si quand typiquement on se... Je saurais même pas vous expliquer comment, enfin moi je vois et je comprends très bien à travers la lecture, mais vous expliquer c'est un peu difficile, j'ai peur de pas employer les bons termes. Donc voilà, si vous savez pas ce que c'est hémophile, allez regarder mais sur internet, mais en fait c'est quand ils se cognent, en tout cas les personnes hémophiles quand elles se cognent, elles ont du mal à cicatriser notamment. Et elles doivent avoir des transfusions sanguines de manière régulière. Voilà, je suis désolée pour cette explication en carton, vraiment, je m'excuse, mais j'ai pas les termes exacts scientifiques pour vous décrire cette pathologie, pathologie, voilà. Donc on suit ces deux personnages parce on suit ce personnage Sullivan qui va arriver en Espagne et on va faire pas mal de flashbacks en fait avec notamment comment... on a découvert que Malone était hémophile, comment les parents, la famille a réagi. Donc on suit également les parents. On suit vraiment voilà, environ 4-5 personnes, donc il n'y a pas beaucoup de personnages, mais c'est intéressant d'avoir les pensées aussi de Sullivan. Quelques mois, alors je crois qu'on est quelques mois après, en 98, donc, ou un an après la mort de Malone, parce que Malone du coup décède, on le sait dès le début, à l'âge de 17 ans. Donc ça on le sait vraiment dès le début, et c'est très touchant en fait, c'est très bouleversant, on est vraiment dans l'esprit de Sullivan et on se dit mais comment ça peut arriver. En même temps il y a pas mal d'événements sociétaux, politiques et sociétaux qui interviennent tout au long du récit et qui viennent un petit peu recontextualiser tout ça. Et du coup, je trouve qu'il est très intéressant, mais juste, là, en ce moment, j'avoue que j'ai du mal à accrocher parce que la thématique est quand même vraiment difficile. Et même à lire, c'est un peu compliqué, quoi. Rebonjour, aujourd'hui nous sommes jeudi et hier j'ai pas du tout eu le temps de vous prendre sur la fin là pour terminer mon papotage livresque. Donc voilà, je vous reprends aujourd'hui, ça s'est coupé je pense un peu de manière violente, j'en suis désolée. Aujourd'hui donc on est jeudi et j'avais un update lecture à vous faire. Je crois que, je me souviens même plus d'ailleurs ce que j'avais à vous dire, mais il me semble que je voulais parler de mon coup de cœur de ce week-end que j'ai eu et de ma lecture en cours. Donc ma lecture en cours, je crois que je vous l'avais un petit peu dit, c'était Loin du noir océan de Astrid Monet, qui est une lecture vraiment difficile et auquel voilà, j'ai un peu de mal en fait en ce moment à accrocher, mais je vais le terminer, hein, j'espère le terminer ce soir sans faute. Et sinon mon coup de cœur vraiment de ce week-end, en fait je suis allée donc à Cultura comme vous avez pu le voir et je l'ai vu sur les étals. Il s'agit de Un soir d'été de Philippe Besson, je crois que ça se prononce Besson ou Besson je pense, et je l'ai vu en fait et j'ai lu la 4e de couverture et je me suis dit waouh, ça a l'air génial. Sauf qu'on va pas se mentir, 20 € le livre broché pour moins de 300 pages,
j'ai un peu tiqué. Et donc je me suis dit bon, on va le reposer, on va l'ajouter dans ma wishlist et on verra bien. Et en fait, je sais pas, ça m'a retravaillé, je l'ai revu et un peu sur les réseaux. Et du coup, je me suis dit, ok, bah on va le lire. J'ai regardé en fait entre-temps ça totalement par hasard. Si je vous l'avais déjà présenté, la plateforme, enfin du moins le site internet NetGalley offre des e-books. Donc vous pouvez avoir des e-books gratuits en échange évidemment d'une critique ou une chronique littéraire. Et en fait j'ai vu ce livre là du coup sur NetGalley et je me suis dit vraiment par hasard ok, je vais le demander. Et sauf que en fait visiblement il est accepté d'office. Alors je sais pas comment c'est possible, mais voilà, c'est possible, on me l'a envoyé d'office. En tout cas la plateforme me l'a envoyé d'office et je suis très très contente parce que du coup j'ai pu le lire. Et je dois vous avouer que ouais, j'ai dégommé le livre en quelques heures à peine. Alors j'ai commencé samedi et j'ai terminé dimanche, mais je l'ai... ouais, franchement j'ai adoré. Ça se passe, on retrouve en fait l'auteur, donc c'est un récit presque autobiographique si je puis dire, mais bon, de manière un peu romancée j'imagine pour qu'on comprenne. Mais avec ces mots qui sont d'une justesse et d'une précision vraiment bluffante, on entre comme ça un peu dans son histoire personnelle où on revient du coup sur un été de quand il avait 18 ou 20 ans, je me souviens plus, enfin... je crois qu'il a terminé sa prépa, donc il doit avoir 20 ans. On est en 85 sur l'île de Ré et en fait il va retrouver ses repères, on suit un petit peu les personnes qu'il connaît depuis des années. Ses parents viennent là chaque été et du coup ils ont un couple d'amis avec qui ils sont proches. Lui du coup il est proche du fils de ce couple d'amis et il reprend en fait un peu ses marques. On le suit, voilà, enfin, j'ai trop peur de vraiment vous dire plus, mais on va revenir sur sa vie le temps d'un été. Du moins, l'auteur va vraiment réexpliquer ce qui s'est passé pendant cet été 1985 et à quel point cet été est un événement en particulier. Je crois que c'est dit dans la 4e de couverture, la disparition d'un membre de son groupe d'amis de l'époque. Cette disparition va marquer la fin en fait de leur innocence, presque j'ai envie de dire d'enfance, plutôt d'adolescent, on va dire, la fin de leur innocence d'adolescent et leur entrée vraiment de manière assez violente dans la vie d'adulte au final. La fin de leur innocence mais aussi de leur insouciance. On a pas mal de réflexions aussi sur l'avenir. Moi j'ai été très touchée aussi personnellement parce que forcément le parcours de Philippe Besson, c'est qu'il a fait une classe préparatoire pour entrer dans une grande école de commerce et donc c'est mon parcours aussi. Donc en fait tout ce qu'il décrivait je vois, je comprends totalement et j'ai exactement eu les mêmes sensations que lui il a eu à l'époque. Donc c'est ça qui est fou et je pense que forcément j'ai d'autant plus accroché en fait à ma lecture. Après on est d'accord, il n'y a pas que ça, hein, c'est assez anecdotique. Hein. Le roman c'est vraiment sur sa relation en fait avec son groupe d'amis, certaines personnes de son groupe d'amis. On parle un petit peu forcément pour l'époque des relations amoureuses, des relations amicales. C'est très centré voilà, sur l'amitié, sur l'amour et à un moment donné il y a donc une disparition. On le sait dès le début en fait parce que c'est dans la 4e de couverture. Mais j'ai pas trop envie de plus vous en dire, hein. Évidemment vous allez découvrir qui, etc. Et c'était très bien écrit. Je suis bluffée en fait par sa plume qui est relativement simple mais en même temps très immersive. On est plongé au cœur de ses pensées les plus profondes même et c'est décrit avec une justesse qui est vraiment folle. Singulière en même temps, enfin parfois il m'a fait un petit peu penser dans la manière dont il décrit l'époque etc à Annie Ernaux en fait. Je trouve qu'il y a un peu ce truc là dans la façon dont il a décrit l'île de Ré, la façon dont il a décrit vraiment cet été parce qu'il s'attelait vraiment à décrire avec une précision c'était très important pour lui de ne pas omettre de détails en fait. Et du coup je trouve que voilà, ça ressemble un petit peu à Annie Ernaux, mais sinon ouais, j'ai jamais lu de plumes et de romans de cet ordre là. Et j'ai été complètement bluffée par sa plume, par cette fluidité dans la narration. Il a une plume qui est d'une fluidité
incroyable. Et en même temps c'est prenant, c'est addictif, enfin voilà, il y a vraiment tout eu pour moi pour en faire un coup de cœur. J'ai fini mon e-book du coup, je l'ai terminé, je me suis dit waouh, j'ai pris un petit peu de temps quand même pour digérer et digérer cette histoire qui finalement ouais, doit être hyper marquante. Enfin c'est forcément quand ça intervient dans une sphère comme ça qui est relativement privée, une disparition d'une personne qu'il a connue donc à l'époque, ouais je pense que ça a vraiment marqué à mon avis le reste, je dirais pas le reste de sa vie mais les années futures. Du coup ça m'a fait beaucoup réfléchir et voilà, comme je vous dis, comme je l'ai lu tellement rapidement que je me suis dit ok c'est clairement un coup de cœur là. Je suis encore un petit peu sous le choc d'ailleurs parce que pourtant c'était il y a 4 jours, j'ai terminé il y a 4 jours, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était bluffant. Voilà, il y a une justesse dans la plume et on est vraiment plongé au cœur de son intimité, enfin quand je dis intimité c'est ses pensées. Donc je voulais vous en parler de cette excellente découverte que voilà, j'ai lu d'une manière que j'ai lu extrêmement rapidement. Et je ne peux que vous recommander si vraiment le pitch vous tente. Voilà, on est en tout cas sur l'île de Ré en 85 et on le suit lui, l'auteur, hein, du coup, qui retrace une partie de sa vie et cette disparition dans son cercle amical de l'époque. Waouh, on a vraiment l'impression d'être en été, on a vraiment l'impression d'être sur l'île de Ré, enfin c'est vraiment fabuleux et j'ai beaucoup aimé et j'ai l'impression que ouais, j'aime bien ce genre d'histoire en fait, ces histoires de vie hein, tout simplement. J'avais adoré Hier encore c'était l'été, alors pour le coup c'est vraiment roman hein, mais là c'est vrai, c'est un événement qui a réellement eu lieu et je pense que ça ajoute aussi une dimension un peu plus solennelle au récit et ouais. Et la plume, rien à dire, hein, franchement c'est fou, j'ai beaucoup aimé, voilà, donc je ne peux évidemment que vous le conseiller. On va terminer ce vlog parce que je pense qu'il aura été suffisamment long. Donc hier je vous ai présenté ma réception de Marie Varey, du nouveau Marie Varey, et j'ai reçu un colis dans ma boîte aux lettres. Je sais ce que c'est, ça me vient des éditions Hervé Chopin, maison d'édition bordelaise d'ailleurs. Waouh, trop bien. J'ai un petit fascicule du coup. Maison d'édition généraliste indépendante depuis 2004. Éclectique, qui adopte en toute chose ce qui lui plaît et qui est capable d'apprécier des choses très diverses sans esprit exclusif. C'est moi, clairement. Trop bien. Et donc là on a un petit peu leur catalogue, enfin je pense une partie de leur catalogue et de leurs auteurs. Donc parmi leurs auteurs, je vous avais déjà présenté, hein. Il y a Annabelle Abbs que j'aime beaucoup, j'ai lu La fille de Joyce et Miss Elisa. Mais vous avez notamment Michel Moiti, vous avez aussi J.R. Dos Santos pour ceux et celles qui connaissent, Jodie Taylor. Enfin voilà, il y a quand même des auteurs qui ont une certaine renommée. Et il y a aussi cette saga là, la saga Un monde après l'autre, je crois. Les chroniques de Sainte-Marie et Un monde après l'autre, c'est le premier tome. Qui pour le coup est une saga un peu fantasy, fantastique, mais qui est plutôt pas mal. Et ils ont plusieurs thématiques. Vous avez effectivement les collections plutôt illustrées avec des images d'antan, le patrimoine, vue du ciel, etc. Art, culture. Mais dans la catégorie littérature, dans la collection littérature, ils éditent plusieurs genres littéraires, dont notamment la littérature générale. Pas mal de romans historiques, un peu plus de l'imaginaire, voilà, fantasy, fantastique, et du polar aussi. Donc voilà, le catalogue est plutôt éclectique. En effet, mais c'est très intéressant. J'ai reçu un roman qui me tentait plutôt pas mal. Il s'agit du Clan des Brumes de Antonio Pérez Henares, qui est l'auteur en fait de à la croisée, n'importe quoi, de l'auteur du Chant du Bison. Et donc À la croisée de Ken Follett et de Pascal Pic, selon Le Point, pour cette saga. Alors je crois que c'est une saga, hein, Chant du Bison. Et il me semble aussi que c'est une nouvelle saga, premier tome, voilà, d'une saga préhistorique magistrale parfaitement documentée. Véritable phénomène en histoire, en Espagne. Par contre, au niveau de la couve, je l'ai vu en librairie en fait, le livre. Justement, je l'ai vu à Cultura. La couve est différente. Elle était pas sur papier glacé comme ça, elle était un peu douce.
Bon, c'est pas dramatique. Alors, au crépuscule du Paléolithique, Œil Perçant est un jeune chasseur courageux et intelligent. Trop indépendant pour suivre les règles de sa communauté, enfermé dans des pratiques ancestrales et des rites devenus inacceptables, il décide de partir à la recherche de sa mère disparue. Son voyage l'amène à rencontrer de nouveaux clans, des hommes et des femmes qui développent d'autres façons de vivre. La révolution du néolithique est en marche, et dans cette société en pleine mutation, les passions humaines reflètent déjà les valeurs éternelles de l'amour et de loyauté, même lorsque la nature impose ses propres lois. Je n'ai jamais lu, je crois, ou si j'ai dû lire, mais vraiment très très jeune, des romans qui se déroulaient pendant cette période-là. Ouais, je crois que j'en ai lu, mais vraiment j'étais toute petite quoi. Et en vrai j'ai de bons souvenirs de mes lectures, donc il m'a bien tentée au niveau du pitch et je crois que j'avais déjà vu passer en fait Le Chant du Bison. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter du coup ce roman. Il est relativement court. Relativement, hein, il fait quand même 214 pages, mais voilà, la mise en page est c'est 214 pages, bien 214 pages. Mais il me tente beaucoup, voilà, donc j'ai été très contente quand on m'a proposé en tout cas l'envoi de ce roman. Donc s'il vous tente, il est déjà du coup dispo en librairie parce qu'il est sorti je ne sais quand. Il est paru le 29 février dernier, voilà. Donc merci beaucoup aux éditions R.E. Chopin pour l'envoi de ce roman. Voilà, c'est tout pour moi, pour ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous a plu, j'espère qu'il aura été suffisamment long ou pas, je sais pas, en fait j'ai vraiment aucune idée de comment il aura été, mais en tout cas j'espère qu'il aura été intéressant, que les livres dont du coup j'ai parlé vous tentent, ou du moins voilà, vous intéressent un petit peu quand même. N'hésitez pas à me le dire en commentaire comme à chaque fois, je lis tous vos commentaires, j'y réponds dès que j'ai le temps, mais sinon je les lis tous dès que ils sont publiés en fait. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Voilà, moi je vous retrouve du coup bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!